Comment attirer davantage de touristes au Tchad? 3 membres du gouvernement et des diplomates se sont rendus au parc national de Zakouma. La mission a permis de s'enquérir de son fonctionnement et aussi de faire des propositions en vue d'améliorer l'offre touristique. C'est parti pour la 3e édition du tournoi interinstitutions. 10 équipes sont engagées en match de levée des rideaux. 3 rencontres étaient au programme. Les temps forts de la première journée, c'est dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Sachez que nous recevons ce soir sur notre plateau le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, il sera question des relations entre le Tchad et la Banque mondiale. Tout à fait, merci. Et surtout de la signature d'une convention d'accord de financement des projets de développement. Tout à fait, merci. Nous allons vous retrouver dans une dizaine de minutes. Une mission intergouvernementale constituée de 3 ministres, notamment celui de l'environnement, de l'aviation et du tourisme, se trouve dans le Salamat. Sur place, la mission s'est rendue au parc national de Zakouma pour échanger avec les responsables en charge de gestion du parc. Maral et Joséphine. Le tourisme est l'un des secteurs qui génère des ressources pouvant renforcer l'économie nationale. Pour atteindre ces résultats, des stratégies sont fortement développées par le ministère de tutelle, d'où cette présente mission intergouvernementale avec à sa tête la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat Madeleine Alingui. L'équipe est composée du ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Ourouzi, et celui de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, Brahim Mahamat Jamaladine. Sont associés à ces membres du gouvernement les représentations diplomatiques au Tchad, telles que les ambassades des États-Unis d'Amérique, d'Afrique du Sud et de la France. Les organisations internationales, notamment l'Union européenne et l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, sont également conviées à ces rendez-vous de Zakouma. En organisant cette première rencontre élargie, Madeleine Alingui se veut une franche collaboration avec les 2 départements ministériels et entend lier des partenariats avec d'autres acteurs en vue de faire du Tchad une destination touristique. Quelque temps consacré à la vision du parc a permis à ses invités de découvrir les différentes espèces d'animaux que regorge le parc, le changement opéré par African Park et des innovations pouvant améliorer l'usage de ce site. Fondé il y a près d'une 60aine d'années, le parc est riche en biodiversité. Il est situé entre les provinces du Salamat, du Moyen-Chari et du Guéra, avec une superficie de 3000 km². Compte tenu de ces richesses naturelles, les démarches sont entreprises pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est actuellement géré par African Park, une ONG sud-africaine, et ce, suite à un partenariat signé entre le gouvernement tchadien et cette société depuis bientôt 10 ans. Un exposé sur le parc national de Zakouma a permis à la délégation de comprendre la structuration du parc, sa diversité et les succès enregistrés ces dernières années. Dans sa présentation, le directeur adjoint du parc national de Zakouma, Babakar Matar Breme, situe le contexte dans lequel a été créé le parc avant de dresser le bilan des activités jugées positives depuis son exploitation par African Park. Babakar Matar Breme rassure que des cas de braconnage sont nettement réduits, ce qui, selon lui, met les touristes en confiance. Pour la bonne marche du parc, celui-ci plaide pour le recrutement à la fonction publique de certains agents sans statut et bien d'autres.
Merci Maral et Joséphine du Salamat. Rendons-nous dans le Bata où séjourne une mission du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. La mission est sur place pour vérifier l'application de l'arrêté ministériel interdisant la pêche au filet prohibé dans le lac Fitri. On en sait plus avec Mamataïr Djibril Alhour. Protection des ressources halieutiques du lac Fitri, c'est l'objectif précis que se propose le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche en interdisant la pêche à l'aide des engins prohibés. La vulgarisation de l'arrêté d'interdiction a conduit la directrice de la pêche et du développement de l'aquaculture du ministère, Koïsé Ramadan Kharifen, à se rendre à Yao et sur quelques îles au milieu du lac Fitri. Elle est venue ici, dit-elle, pour vérifier l'effectivité de l'application de l'arrêté sur le terrain avec les autorités administratives et traditionnelles locales ainsi que les populations. À Yao et dans les îles de Modo et de Doumro, la directrice de la pêche, appuyée par le délégué provincial de l'environnement du Bata, a fait comprendre aux pêcheurs que cette mesure corrobore la vision 2030, le cadre que nous voulons à travers l'axe stratégique numéro 4 sur l'amélioration de la qualité de vie à travers un environnement sain et des ressources naturelles protégées. Elle promet un soutien conséquent aux pêcheurs, notamment dans le cadre du projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad, PEDERLIAT. Cet arrêté ne semble pas être compris par tout le monde, alors qu'il répond à la spécificité du lac Fitri qui est un site Ramsar. Et c'est dans le souci de préservation et de la gestion durable de ces ressources que l'arrêté a été pris. La délégation s'est également livrée à une opération de ramassage des filets et des corbeilles de pêche prohibées avant de l'incinérer publiquement. Vous le saviez, la loi des finances pour l'exercice 2020 mise en exécution participe à l'amélioration des conditions de vie de la population et à la relance des chantiers aux arrêts. Que peut-on retenir de cette loi en matière de dotation des différents départements ministériels des crédits de fonctionnement? Mamad Seït Abakar. Bâtie de manière prudente et orthodoxe, la loi des finances pour l'exercice 2020 promet traduire en actes les exigences et les engagements du président de la République. Lesquelles exigences et engagements qui se reposent sur l'amélioration des conditions de vie de la population, la relance des chantiers et la dotation des différents départements ministériels des crédits de fonctionnement. Cette loi des finances consacre au moins 34% de toutes les dépenses primaires aux secteurs sociaux définis dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Il s'agit entre autres de l'éducation nationale, de la santé publique, de l'agriculture et des formations professionnelles. Dans ce sillage, les grands hôpitaux de N'Djamena verront leur allocation augmenter. Ce sera également le cas des hôpitaux provinciaux. Sur le tableau de répartition des clés de dépenses, il y a une nette amélioration par rapport à la loi des finances 2019. Toutes les institutions et les ministères verront leur budget substantiellement augmenter. Les chantiers en cours vont également bénéficier des financements dans le cadre de l'appurement de la dette intérieure. En somme, la loi des finances pour l'exercice 2020 s'inscrit dans la logique de l'enracinement des principes et des idéaux de la 4e République. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la transparence sont autant de valeurs que doivent incarner les différents responsables impliqués dans la chaîne de dépenses et de recouvrement des recettes de l'État. Les cadres, experts et les partenaires financiers du ministère de la Santé publique sont en conclave depuis quelques jours en N'Djamena. Ensemble, ils ont adopté le plan stratégique national des laboratoires après avoir apporté leur dernière touche au document. Mamatou Mara Moursal. Le Tchad possède désormais un plan stratégique national des laboratoires. Ce plan prend en compte plusieurs axes prioritaires pour le système des laboratoires sur lesquels le Tchad doit se focaliser pour son développement tout en engageant les parties prenantes. Ceci permettra au pays d'avoir des services de laboratoire de qualité accessibles et abordables. Je suis sûr qu'en continuant de la sorte, le Tchad pourra se doter des textes qui amèneront la compétence dans le domaine de l'analyse médicale. Pour la mise en œuvre du plan stratégique national des laboratoires, l'OMS promet accompagner le Tchad. Le représentant du ministère de la Santé publique
s'est dit satisfait de l'élaboration de ce plan stratégique national des laboratoires pour l'intérêt du pays. Ce plan stratégique des laboratoires s'inscrit dans le cadre de One Health. J'ai dit fin du processus, mais je me tromperai parce que je pense qu'avec l'élaboration de ce document, le vrai travail de terrain commence. La validation de ces documents permettra sans nul doute au ministère en charge de la santé publique de renforcer le système sanitaire pour lutter contre les maladies afin de sauver des vies humaines. Vous le saviez également, le 23 janvier dernier, le Tchad et la Banque mondiale ont signé une convention d'accord de financement qui vise plusieurs projets. On en parle avec Grand Gachama Irima. C'est à l'aéroport international Hassan Djamouz que la délégation officielle de la Banque mondiale, conduite par le vice-président Région Afrique, Hafiz Ghanem, a reçu tous les honneurs dus à son rang. Il a été accueilli par le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne. Au menu de cette visite de travail figurent plusieurs sujets liés à l'évaluation des programmes de soutien de la Banque mondiale au Tchad, le séjour du vice-président Région Afrique, Banque mondiale, Hafiz Ghanem, permettra à sa délégation composée de différents experts d'analyser les différents portefeuilles des activités réalisées par les partenaires et aussi apporter des dons conséquents pour une meilleure réussite des projets. Cette coopération agissante entre le Tchad et la Banque mondiale se matérialise par la signature d'une convention bénéfique au gouvernement. Ce don fournit l'aide nécessaire dans le domaine des télécoms, agriculture et l'aide sociale aux couches vulnérables dont le gouvernement accorde une importance nécessaire. C'est un don important, l'appui budgétaire, 100 millions de dollars, et c'est un appui qui vient soutenir des réformes importantes que votre gouvernement a mis en place. Nous savons le rôle important que le Tchad joue dans la région et je voulais donc souligner aussi l'importance et notre engagement à continuer à soutenir le Tchad et à travailler avec vous. L'enveloppe allouée par la Banque mondiale pour l'exécution des projets sera utilisée à bon escient. Face à la guerre symétrique menée par Boko Haram, les dons sont d'une importance capitale pour relever les défis. Pour retrouver notre invité de ce soir, sachez que nous recevons le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne. Monsieur le ministre, vous venez de suivre, comme tous les téléspectateurs, ce reportage. À combien s'élève le montant de cette enveloppe budgétaire? Merci, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et d'avoir l'opportunité d'expliquer les actions que nous entreprenons tant dans le cadre des réformes que dans le cadre de la mobilisation, surtout des ressources pour l'appui aux priorités en matière de développement et des réformes économiques que notre pays enclenche. Permettez que je remercie très sincèrement les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des membres du gouvernement de la République du Tchad pour leur concours nécessaire à la mise en œuvre de ces réformes, et particulièrement à son Excellence le Président de la République qui nous apporte les appuis nécessaires pour avancer dans le cadre de ces réformes. Donc, sur invitation propre du chef de l'État lui-même, le vice-président Hafiz Ghanem rend visite au Tchad, à notre pays, ce qui nous honore d'ailleurs, et comme par hasard, l'accord de don de 100 millions a été signé. Les 100 millions sont un don, je le précise, et dont l'objectif est de soutenir les réformes importantes que le Tchad engage dans le domaine des finances publiques, mais aussi pour soutenir le toilettage de solde de la fonction publique. Parce qu'il nous faut maîtriser l'effectif de la fonction publique, et donc c'est un don qui rentre dans l'exercice budgétaire 2019. Je voudrais bien le préciser. C'est un don et qui devait être tout à fait signé avant la fin de cette année, mais il fallait remplir un certain nombre de conditions pour faciliter sa signature, ce qui a été fait fort heureusement, et nous en remercions tant la Banque mondiale que tous les acteurs publics et privés qui en seront tout à fait bénéficiaires pour accompagner la réforme des finances publiques, je le précise, et surtout le toilettage pour la maîtrise
du personnel de la fonction publique. Donc c'est un don, c'est pas un C'est un don, vous l'avez dit vous-même, le président de la banque l'a lui-même dit, c'est un don. Voilà, je le précise. Quels sont les projets qui seront pris en compte dans le cadre de ce financement? Est-ce que cette somme est répartie de manière équitable pour financer des projets de développement en vue? Il ne s'agit pas de dire de parler de la répartition de ces financements en termes de financement direct des projets. C'est un don qui directement échoit au Trésor public pour soutenir les réformes comme je l'ai dit, des finances publiques, pour améliorer les gouvernances de la finance publique, maîtriser le solde du personnel de la fonction publique et permettre au Tchad d'être en position de mieux bénéficier des financements futurs. Il faut reconnaître qu'il y a déjà des financements dans l'enveloppe des projets, tant dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, la santé, l'éducation, etc. Donc, ces financements viennent, n'est-ce pas, renforcer les réformes que le Tchad engage avec ses partenaires pour, comme on le dit, accélérer les réformes dans la gouvernance des finances publiques tant souhaitées par les partenaires et nous-mêmes pour aller vers une certaine efficience et efficacité de notre action gouvernementale. Selon certaines informations, les ONG sont invitées à payer 1% du fonds alloué par les donateurs. Monsieur le ministre, est-ce que cela n'entraverait pas le travail de ces ONG qui emploient des nationaux participant ainsi à la lutte contre la pauvreté? Je suis très content de revenir sur ces sujets parce que il faut reconnaître que depuis de longue date, le Tchad n'a jamais pu mettre en place un dispositif d'encadrement et de suivi des ONG sur le terrain. Je vous le dis avec une forte conviction parce que je viens de ces milieux que je connais très bien. Et notre pays, le Tchad, qui a commencé réellement à maîtriser le domaine des ONG qu'à partir de l'afflux des réfugiés centrafricains soudanais dans nos frontières. Et depuis lors, les ONG ont continué à évoluer avec l'appui et la participation de l'État tchadien parce qu'il faut reconnaître que c'est sur l'invitation du Tchad que les ONG, tant nationales qu'internationales, accompagnent le développement, accompagnent les actions humanitaires sur le terrain. Il s'agit pour le gouvernement tchadien, en mettant ces dispositifs sur le terrain, de permettre un meilleur suivi et évaluation des activités sur le terrain. Je vous précise qu'il est reconnu tant par les partenaires eux-mêmes que par nous que les actions sont peu perceptibles sur le terrain. Les résultats sont peu perceptibles sur le terrain. Comment faire pour mieux appréhender, évaluer les effets, les résultats d'abord, les effets et les impacts sur le terrain. La redevabilité commande que tant du côté du gouvernement tchadien que du côté des partenaires, que les ressources qui sont importantes, que nous reconnaissons qui sont apportées à notre pays, permettent d'améliorer, de changer les conditions de vie des populations tchadiennes. Le chef de l'État ne comprend pas pourquoi est-ce que tant de ressources déployées sur le terrain ne permettent pas de faire un bon qualitatif. Les questions nous sont souvent posées et nous avons décidé, avec les partenaires que je remercie, que je salue, de mettre en place un dispositif d'un meilleur contrôle, de la structuration du suivi, évaluation sur le terrain et de financer ces suivis, évaluations, tant du côté de l'État, du côté des partenaires, pour que la redevabilité soit, n'est-ce pas, une donne qui s'impose au Tchad en tant que pays, mais aussi aux partenaires, et de rendre compte aux donateurs, mais aussi de rendre compte aux populations pour lesquelles nous prenons des décisions et pour lesquelles nous avons mis en place l'aide publique ou du moins l'accompagnement en tant que tel. Aujourd'hui, la question qui est mise devant, c'est le financement de 1%. Le 1%, c'est juste un financement qui concerne la ligne du suivi évaluation. Ce n'est pas de l'argent supplémentaire que nous demandons aux ONG. Nous voudrions simplement mieux coordonner l'argent mis à disposition pour suivre les activités sur le terrain. C'est de notre rôle de rendre compte, mais pour rendre compte, il faut qu'on évalue de manière indépendante les indicateurs sur le terrain. Aujourd'hui, en dehors des auditeurs commandités par les partenaires eux-mêmes, très peu d'actions tout à fait irréfutables de suivi et évaluation sont mises en œuvre par l'État. Nous voudrions être en mesure de reconnaître si les ressources mises à disposition sont bien ou mal gérées. À partir de là, une évaluation de notre part, de nos services, doit être faite. C'est pour cela que nous avons mis en place, nous avons d'ailleurs
fait passer de la DONGA, donc direction des ONG, au SPONGA, secrétariat permanent des ONG, qui donne plus de moyens, plus, n'est-ce pas, de responsabilité à l'État d'aller évaluer et de dire si l'action entreprise sur les financements que nous recevons, dons et prêts compris, sont à la hauteur de ce qui est attendu. Et ceci est inscrit dans le cadre du dialogue que nous avons avec les partenaires. Et je suis très content que les partenaires commencent à comprendre. Nous avons le COPIL, le comité de pilotage, le 30 de ces mois, le 30 janvier, avec les partenaires pour consolider, n'est-ce pas, cette question de suivi et évaluation. Et je suis très heureux de vous dire qu'il y avait beaucoup de confusion, faible communication, il y avait même pratiquement un braquage sur cette disposition d'aller de l'avant, mais nous vous confirmons que nous avons un bon dialogue et je voudrais profiter de votre plateau pour remercier les partenaires qui comprennent qu'il est très loisible et d'ailleurs même important pour le Tchad d'assainir ces milieux des ONG pour permettre aux vraies ONG, aux vrais partenaires qui veulent accompagner le Tchad dans la quête de son développement, n'est-ce pas, d'être responsables entièrement des indicateurs et non d'être responsable à défaut. Et c'est ça notre responsabilité. Monsieur le ministre, depuis un certain temps, l'on ne fait plus l'état de l'évolution du programme national de développement. Quels sont les freins qui entravent ce programme? Je voudrais pas vous couper. On vient de rendre public le rapport. Le dernier rapport a été, et avec vos envoyés spéciaux, n'est-ce pas, nous avons présenté le rapport. Nous avons aussi présenté les agrégats, du moins les difficultés qui entravent la mobilisation des ressources dans le cadre du plan national de développement. Difficultés, entre autres, en partie qui sont résolues grâce aux études de faisabilité, tant du secteur public que du secteur privé. Je rappelle que les 20 milliards annoncés à Paris en 2017, 60% vont pour le secteur privé. Et le secteur privé tchadien, comme vous le savez, a encore du chemin à faire et nous essayons de l'appuyer, tout le gouvernement avec l'appui du chef de l'État, d'appuyer la structuration du secteur privé. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que l'arrivée au Tchad de la SFI, donc la Société financière internationale, va concourir à faciliter, n'est-ce pas, l'arrimage, du moins la connexion du secteur privé tchadien au financement dont il a besoin pour, n'est-ce pas, les investissements Et il faut reconnaître que le secteur privé est le meilleur partenaire du Tchad tant dans la création des opportunités que de l'emploi. Si le secteur privé ne mobilise pas des financements, s'il ne crée pas de l'emploi, vous ne pourrez pas à la fonction publique aspirer tout le monde. Et l'arrivée du vice-président de la Banque mondiale au Tchad concourait à présenter au Tchad les nouvelles opportunités, parce que je vous informe que nous serons en juin 2020 à la fin de IDA 18. IDA 18 qui est un cycle de 3 ans d'un portefeuille de la Banque mondiale qui appuie des pays fragiles comme le Tchad en matière de dons. Et nous avons fait l'évaluation avec le vice-président de la Banque mondiale des progrès accomplis dans IDA 18. Et à partir de juillet 2020, IDA 19 va commencer, qui va voir passer l'enveloppe de 45 milliards de dollars à 53 milliards de dollars, avec particulièrement 7 milliards pour la zone du Sahel, pour le financement. Le Tchad peut voir doubler ses ressources partant de 500 millions actuellement à près d'1 milliard pour financer spécifiquement le secteur de l'énergie. Et je vous informe que le secteur de l'énergie aujourd'hui, le taux de couverture pour notre pays de manière disparate est de 8%. L'objectif avec la Banque mondiale d'ici les 3 ans, c'est de passer de 8% à 3 fois, donc 32%. Et la loi des finances 2020 qui vient d'être votée est spécifiquement favorable. Et j'en remercie particulièrement l'ensemble du gouvernement et particulièrement le ministère des Finances et le chef de l'État qui a voulu défiscaliser, bien entendu, tout ce qui est intrant, tout ce qui est kit énergétique et permettre aux foyers, aux ménages de se doter de l'énergie, de passer de 8% à 32%. Et avec la Banque mondiale, nous avons pour objectif d'ici 2030 d'avoir l'accès universel à l'énergie. Il y a eu le domaine des infrastructures. Et je vous informe avec beaucoup de joie d'ailleurs que la Banque appuie la Banque mondiale, oui, appuie, n'est-ce pas, les investissements dans les infrastructures routières. J'en veux pour preuve le corridor, bientôt le corridor N'Djamena, Gelendeng, Bongor, Mundu et Koutere peut faire l'effet tout à fait d'une réhabilitation, sans oublier bientôt le pont sur le Logone entre Bongor et Yagua que le chef de l'État aura l'honneur lui-même d'aller inaugurer.
Monsieur le ministre, la rigueur de la Banque mondiale dans la gestion du fonds d'intérêt public est là. Donc, disposez-vous des mécanismes de suivi de ce fonds mis à la disposition pour soutenir la politique gouvernementale de façon transparente? Mais bien sûr, nous vous disons qu'aujourd'hui, tous les efforts, et d'ailleurs les 100 millions que je venais de vous annoncer et que tout le monde a vu, dont tout le monde a vu la signature, concourent, comme pour les autres appuis budgétaires de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement, à soutenir les réformes douloureuses, certes, mais des réformes nécessaires pour que le Tchad assainisse les finances publiques, le Tchad assainisse la gestion, la gouvernance, pour permettre l'efficacité et l'efficience et de délivrer un service de qualité aux populations. Ceci est un engagement du gouvernement et ce sont des instructions que le chef de l'État suit lui-même personnellement. Et je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons, pour augmenter les ressources du Tchad, partant de 400-500 millions vers 1 milliard, et ce qui est favorable, c'est que le IDA 19 nous offrira ces possibilités, c'est qu'il faut que nous puissions remplir obligatoirement un certain nombre de dispositions que les réformes commandent. Ces réformes transversales vont bientôt engager l'État dans sa globalité et en mode appui budgétaire que nous allons négocier en avril 2020 pour permettre qu'un suivi à travers le CPIA, avec la Banque mondiale, avec l'ensemble des secteurs concernés, partant du ministère du Plan, du ministère des Finances, ministère de la Justice, ministère du Commerce, etc., et les acteurs privés, à faire que, n'est-ce pas, le climat des affaires au Tchad, l'environnement des investissements au Tchad favorise l'augmentation de ces investissements. Et la Banque mondiale reconnaît les efforts du Tchad. Nous sommes passés en 2018 du taux de décaissement, d'absorption, comme on le dit, de moins de 20% à aujourd'hui 28% en 2019. Nous visons, n'est-ce pas, 50% s'il plaît à Dieu, en 2020, parce que nous sommes en train d'évaluer avec au sein du gouvernement, dans les réformes du marché, le code de marché public, sur comment est-ce que nous pouvons exceptionnellement permettre que les investissements extérieurs puissent augmenter le seuil de signature et permettre l'absorption des ressources dont nous avons, qui sont à notre disposition, pour permettre d'élever le score du Tchad élevé, qui permettent aussi d'accéder à de meilleures ressources encore. Et ce sont des choses possibles. En tout cas, moi, je suis optimiste. Mon optimisme devrait me commander de m'assurer, avec l'ensemble des membres du gouvernement et sous la houlette du chef de l'État, de pousser dans la direction des réformes et de nous assurer que ces réformes doivent à terme avoir comme vertu de permettre au Tchad de maîtriser ses ressources, de permettre au Tchad d'investir dans les secteurs prioritaires, des investissements tels que dans le capital humain, parce qu'il faut de la formation, dans le secteur de l'énergie. Je vous ai déjà dit que sans énergie, vous ne pouvez rien faire. Dans le secteur des infrastructures, il faut des infrastructures pour nous projeter dans le temps, pour mitiguer, n'est-ce pas, cette distance, ces doublements, cet enclavement qui ne nous permet pas à nous de nous projeter et qui rend très cher le coût de vie dans notre pays. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin du tout premier mois de l'année 2020. Comment se porte votre ministère? Merci. Moi, mon ministère, il se porte bien, même si, comme je le sens, vous voudriez dire qu'on a eu un certain nombre de difficultés à la fin de cette année 2020, l'année qui s'est déroulée. Mais écoutez, moi, je pense plutôt que ces difficultés nous ont permis de faire, n'est-ce pas, une évaluation interne au sein du ministère et de nous fixer le cap et de tirer des leçons pour mieux nous projeter. Et donc, je puis vous dire que l'année 2019 est partie avec son lot de résultats positifs et négatifs, mais nous sommes sereins pour que 2020 permette au Tchad, surtout dans la mobilisation des ressources extérieures, surtout dans la mobilisation particulièrement pour le plan national de développement, de lancer des grands chantiers, comme je l'ai dit, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans le capital humain, dans le développement rural, dans les réformes pour permettre à notre pays de changer aussi de cap. Je vais vous dire quelque chose d'important, c'est que le Tchad aujourd'hui, en Afrique centrale, fait figure d'un pays de réforme et qui montre l'exemple. Et aujourd'hui, ce n'est pas que moi qui le dis, les institutions multilatérales le reconnaissent
Et nous pouvons à terme mobiliser des ressources propres à notre pays, mais aussi espérer mobiliser des réformes, n'est-ce pas, des ressources disponibles dans les portefeuilles sous-régional. La CBLT est une opportunité de mobiliser des ressources supplémentaires. Le Sahel est une opportunité de mobiliser des ressources supplémentaires. Il en est de même de la CEMAC. Ainsi, nous pourrions espérer nous connecter aux enveloppes, n'est-ce pas, sous-régionales pour construire des routes, n'est-ce pas, sous-régionales du Tchad vers la Centrafrique, du Tchad vers le Cameroun. L'exemple du pont que nous allons poser, dont le chef de l'État lui-même va poser, si l'agenda le lui permet, la pose de la pierre, de la construction d'ici février. Nous avons aussi vers le Niger des investissements importants, tant dans le domaine des ICT. L'économie numérique est une possibilité pour le Tchad de multiplier, de créer de l'emploi, surtout en direction de la jeunesse, parce que c'est le seul secteur à fort taux de création d'emplois et surtout en faveur de la jeunesse. Et le Tchad, avec le partenaire chinois, un investissement de la Chine, va bientôt inaugurer un important projet pour valoriser les 3 fibres optiques qui vont tant dans la direction du Niger pour l'Algérie, tant dans la direction du Soudan et par le Cameroun, et qui fera du Tchad le hub, n'est-ce pas, en matière numérique, certainement qui baissera le coût de la téléphonie, le coût d'accès à Internet et faciliter tout ce qui a comme création, possibilité d'investissement et même, pourquoi pas, en matière de transport aérien. Nous espérons aussi des investissements dans ces domaines pour que notre pays, à partir de 2020, je le répète, à partir de cette année 2020, nous pensons qu'il est possible, n'est-ce pas, de relancer tout ce qu'il y a comme investissement. Vous avez vu même que les chantiers vont bientôt être relancés grâce à l'appurement, la politique de l'appurement de la dette publique, soutenue par le chef d'État lui-même et que pilote le ministère des Finances. Si nous payons notre dette, et comme on le dit d'ailleurs, qui paye sa dette, n'est-ce pas, est un meilleur partenaire, nous espérons que 2020 permettra à notre pays de se présenter autrement. Je n'oublie pas de vous annoncer que nous sommes aussi en train de préparer, et pour la première fois, un important recensement général de la population et de l'habitat. Justement, j'allais vous poser, les bailleurs de fonds avant d'investir dans un pays, ils ont besoin de données fiables. À quand le recensement général de l'habitat ? L'habitat, l'urbanisme est couplé à l'agriculture, vous voudriez dire. Je puis vous dire que la réforme de l'appareil statistique voulue par le chef de l'État lui-même rentre dans le cadre de la qualification que le Tchad doit avoir de ces données. Vous n'avez pas de bonnes données, vous n'êtes pas présentable, tout simplement. On se plaint souvent d'être mal placé, doing business. Nous sommes dans le peloton derrière tout le monde, comme on le dit. À tout point de vue, il faut que nous puissions être responsables des données. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié. Et j'en suis très fier, la réforme de l'appareil statistique. Aujourd'hui, l'INSET est une institution en position, avec l'appui des partenaires, je le reconnais, et l'investissement public, de mieux gérer la gouvernance de nos données statistiques. Bientôt, le Conseil national de statistique va être fonctionnel, le Fonds national de développement statistique va être structuré, mis en exergue avec l'appui des partenaires. L'école nationale de statistique et d'informatique appliquée permettra aux jeunes Tchadiens d'être formés et de combler le gap, surtout, n'est-ce pas, en matière de suivi et de collecte des données et de leur traitement et de leur diffusion. Donc, le recensement général s'inscrit dans ces cadres-là. Les partenaires, l'UNFPA que remercie, la Banque mondiale, l'Union européenne, tous les partenaires sont disponibles à appuyer le Tchad à préparer le recensement, dont la plateforme, le module sont en préparation en ce moment pour que d'ici 2021, nous puissions lancer notre recensement général de la population et de l'habitat, couplé à l'agriculture, pour que nous sachions au moins combien de Tchadiens nous sommes, et non de continuer à dire que la population tchadienne est estimée à tant nombre de millions, ou que le Tchad a 40 millions, estimé à 40 millions d'hectares de terres arables, ou estimé à 15 millions de têtes de cheptels bovins. Nous devrions être à terme en capacité de dire, avec les réserves que je m'impose, n'est-ce pas, combien de Tchadiens y a-t-il ici, à l'intérieur et à l'extérieur, où se trouve-t-il, quel est le nombre de femmes, de jeunes, combien sont employés, etc. La maîtrise des données est la seule base
et qui va permettre aussi, avec actuellement la révision du PIB, ce qu'on appelle le rebasing, permettra au Tchad aussi, n'est-ce pas, d'être sûr que notre niveau d'endettement est aussi conforme à notre réel produit intérieur brut. Ce sont des choses faisables et que nous nous imposons de faire avec l'appui, n'est-ce pas, des partenaires, et que l'ensemble du gouvernement aujourd'hui se met à contribution pour l'accompagner, et j'en suis heureux. Merci, monsieur le ministre, d'avoir prêté à nos questions et surtout des éléments d'information qui ont permis donc d'éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Nous souhaitons donc meilleurs vœux 2020 pour votre ministère. Mais vous permettez aussi que je souhaite meilleurs vœux aussi à l'ensemble du peuple tchadien et surtout à tous ceux qui, de loin ou de près, espèrent en ces pays et qui font que le Tchad sera très bientôt la meilleure destination d'investissement pour permettre que nous puissions profiter des fortes potentialités dont nous disposons. Ce n'est pas un optimisme béant, c'est une réalité et de toute façon, on n'a pas de choix. Nous devons travailler pour que notre pays soit une destination d'investissement et cela est possible et je vous en remercie. Merci, monsieur le ministre. Le journal se poursuit. La cour d'appel de l'Aï dans la Tandjilé a organisé une session criminelle pour statuer sur 33 dossiers venant des 3 provinces du pays. Le verdict donne 4 condamnations et un acquittement. La session a été rendue possible grâce à l'appui du Prajuste dans sa phase 2. Éric Guédi. Ce sont au total 33 dossiers inscrits au rôle, dont 20 à Moundou, 8 à Doba, 5 à Laye et Kelo. Toutes les affaires sont traitées sans renvoi à une prochaine session. Les parties ont pris connaissance de la suite réservée à leurs affaires. Les accusés et les parties civiles sont défendus par des avocats professionnels sans payer un sou de leur poche. Les crimes jugés pendant cette session criminelle, faut-il le rappeler, sont les assassinats, les meurtres et les viols. À l'issue des procès, sur les 5 dossiers inscrits au rôle de Laye-Kelo, la Cour a condamné 4 prévenus, en a acquitté 1. Sur les 4 condamnés, un accusé d'assassinat a écopé de la prison à vie. Un autre accusé de meurtre écope de 3 ans d'emprisonnement ferme et les violeurs sont condamnés à 8 ans et 5 ans d'emprisonnement ferme avec chacun une amende de 1,5 million et 1 million. Cette première session criminelle ordinaire commencée depuis le 13 janvier 2020 à Moundou a été effective grâce à la coopération de l'Union européenne sous la clairvoyance du président de la République Idriss Déby Itno, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le programme alimentaire mondial a fait un don de vivres et de non-vivres aux victimes des inondations de la province du Mayo-Kébi Est. Les détails avec Ngueyam Benguiri. Le programme alimentaire mondial PAM vole au secours des sinistrés de la ville de Bongor et ses environs. À cet effet, un don composé des sacs de céréales, des bidons d'huile et bien d'autres vivres et non-vivres est offert à plus de 7000 ménages de ces localités victimes des catastrophes naturelles. Un geste qui, selon le maire de la ville de Bongor, Dipetsu Mitalassou, vise à soulager un tant soit peu la souffrance de ces couches vulnérables. Le préfet du département du Mayo-Bonnet, représentant le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, a tout d'abord salué cet acte humanitaire de PAM avant d'indiquer que le bien-être social de la population préoccupe le gouvernement tchadien et ses partenaires. Nous profitons de l'occasion pour dire très sincèrement merci au nom de la population du département de Mayo-Bonnet, au PAM pour sa propre réaction au profit de nos communautés qui ont été sinistrées par les effets des inondations. Ramadan Diarsia invite à cette occasion les bénéficiaires à une gestion rationnelle de ces produits afin de subvenir à leurs besoins vitaux. Ensuite, il lance un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté, aux autres organisations nationales et internationales, à suivre ce bel exemple de PAM qui fait de l'autosuffisance alimentaire son credo. Dans le Logone occidental à Moundou, pour être précis, les autorités locales ont lancé l'opération d'enrôlement des populations et la production des titres sécurisés. On en parle avec Amatali Senamat. Fini le calvaire des Logonais pour se faire délivrer une carte d'identité nationale ou un passeport.
Le problème est résolu bien sûr par l'Agence nationale des titres sécurisés du Tchad, ANAT. Le lancement des activités du centre d'accueil des usagers a mobilisé non seulement les autorités à divers niveaux, mais aussi les citoyens moundoulais. 20 000 cartes d'identité nationale et 4 000 passeports, telle est la capacité de production par jour, informe le directeur juridique de l'Agence nationale des titres sécurisés, représentant le directeur général de l'institution. L'ANAT a les capacités et les moyens de mettre à la disposition de chaque Tchadien qui, ayant fait la demande d'un titre quelconque, l'obtiendra ici à Moudou en 48 heures. Et aujourd'hui, on a inauguré avec 7 centres dans les provinces, 4 à N'Djamena, ça fait 11. Mais à terre, on couvrira l'ensemble des provinces. Au nom de la population, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, représentant le gouverneur, a exprimé sa gratitude au président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, pour l'implantation de l'ANAT à Moundou. Je voudrais exprimer toute la gratitude de la population du Logone occidental au chef de l'État, qui a tout fait pour rapprocher l'ANAT de nos populations respectives. Et surtout, au niveau de Logone occidental, nous allons recevoir beaucoup de populations des provinces sœurs qui vont se déployer ici. Donc, ce que je dois demander, c'est de faire en sorte que ce service ANAT reste disponible à tout moment. Après son enrôlement, le secrétaire général de la province du Logone occidental a échangé en direct avec le gouverneur du Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, par téléconférence pour apprécier hautement ce nouveau système. Ainsi donc, les Logonais ont leur carte d'identité nationale et leur passeport sur place au lieu de faire le déplacement de N'Djamena. Voici à présent la réaction de quelques concitoyens à Moundou interrogés par rapport à cette opération. Suivez. Moi, personnellement, je remercie d'abord les autorités compétentes qui ont pensé à la région de Logone occidental, à la province du Logone occidental, pour décentraliser ce centre d'identification. Et ça va faciliter vraiment la tâche à la population d'obtenir facilement cette carte d'identité. Et peut-être que si ce sont les fonctionnaires, ça va leur permettre d'obtenir facilement leur dû au niveau des banques. Je suis vraiment contente pour ça. Ça fait 5 ans que j'étais en N'Djamena pour faire la carte d'identité nationale, mais ça n'a pas eu lieu. J'ai avancé de l'argent, mais je n'ai pas trouvé ma carte d'identité jusqu'à aujourd'hui. Mais comme ça se passe ici à Moundou, je suis vraiment contente pour cela. Et je pense que dans 2-3 jours, j'aurai ma carte d'identité nationale. Mes remerciements à l'endroit de mon président Idriss Déby Itno, qui a bien voulu nous ramener la machine ici à Moundou. La nouvelle, là, ça m'a bien intéressé là même. Cette dernière fois, j'ai été là-bas en N'Djamena pour faire l'autre identité nationale là, mais ça n'a pas été. Je suis revenue. Maintenant, là, ça me plaît là même. C'est une bonne nouvelle. Là, ça fait plaisir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte d'identité, il y a certains qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de passeport. Il y a des choses qui urgent se déplacer dans la capitale pour avoir la carte d'identité nationale ou bien le passeport. C'est trop coûteux. La violence à l'égard des enfants, le sujet a été au centre d'un atelier d'échange organisé à Koumra, dans la province du Mandoul. On en parle avec Djitaïngue Félix. Les mots les plus récurrents qui entravent le bien-être des enfants sont entre autres les mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants, des maltraitances et l'exploitation des enfants. Le point focal protection de l'action sociale Al-Rabaï Wada a présenté sur PowerPoint la situation des violences faites aux enfants, en l'occurrence les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants, laquelle présentation a suscité des débats sereins sur l'applicabilité des textes et lois, des réalités vécues sur le terrain. Échange d'avis des participants ont signé l'engagement de lutter contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants.
Officiant cette cérémonie, le gouverneur de la province du Mando, Lucie Biasemda, a mis un accent particulier sur l'ordonnance 006 qui prévoit des mesures visant à réduire la traite des personnes en général et les femmes et les enfants en particulier. Le gouverneur de la province du Mando, Lucie Biasemda, de poursuivre que tous les textes ratifiés et actés sont l'émanation de la politique volontariste du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Ceci s'inscrit dans la vision logique de faire du Tchad un pays sans discrimination. En politique, le parti Aluida s'implante à Karal. Le président du parti, Dr Djida Ahmed, est allé installer les membres du bureau communal. Damge Joël. À l'entrée de la ville de Karal, les militantes, militants et sympathisants du parti Aluida se sont mobilisés pour accueillir Dr Ahmed Djida, président national de cette formation politique, venu installer le bureau communal de Karal. De là, le cortège s'est ébranlé à la place publique de la dite localité, où l'organe dirigeant de Aluida, composé de 15 membres avec comme président Ahmad Abakar Abdoulaye, est officiellement installé. Dr Ahmed Djida se félicite de l'engouement de la jeunesse de Karal. Vous les jeunes du parti Aluida, vous êtes notre fierté. Et c'est pourquoi vous avez décidé de prendre votre responsabilité en main et prendre votre destinée en main. Vous allez donc participer activement à la vie politique de votre pays, de votre province, de votre département, de votre ville. Donc, c'est une lourde responsabilité que vous êtes prêts à l'assumer et je suis fier que des jeunes de ce pays sont prêts à relever le défi. L'occasion est tout indiquée pour le président national du parti Aluida de saluer la lutte sans merci de la population de la province de Hadjer Lamis contre les forces du mal. Vous avez résisté aux tentations des extrémistes. Vous êtes restés unis et soudés contre l'extrémisme et l'exclusion, contre la division et faire face à l'insécurité et à l'instabilité. Le président communal du parti Aluida de Karal, Ahmad Abakar Abdoulaye, rassure de la volonté de son équipe à faire triompher les idéaux du parti dans sa circonscription administrative. Après l'installation du bureau, le président national du parti Aluida, Dr Ahmed Djida, a également inauguré le siège communal du parti Aluida de Karal. Nous sommes toujours sur le terrain politique avec cette cérémonie de ralliement au MPS. Des militants des partis politiques de l'opposition du village Bagaraï dans le Mayo-Kébi-Est ont décidé de rallier les rangs du MPS en présence du secrétaire exécutif du MPS du Mayo-Bonné, Guéam Benguiri. La famille du mouvement patriotique du Sali MPS s'agrandit. À Bagaraï, une localité située à environ 8 km de la ville de Bongor, plus de 200 militants et militantes du parti UNDR, du PDPT et du RNDT Le Réveil ont regagné le MPS. Une cérémonie de ralliement qui a suscité la joie de la population du canton Télémé. Les nouveaux convertis au MPS s'engagent désormais à œuvrer pour la bonne marche de leur formation politique afin d'apporter leur contribution au développement socio-économique du pays. Parti d'où nous étions dedans, UNDR, Passoir, Réveil, Passoir, PDPD, dès aujourd'hui nous abandonnons leur drapeau, leur politique pour rester dans notre grand parti de la grande famille, mouvement patriotique du Sali. Le secrétaire exécutif du MPS de Mayo-Bonné exhorte ces derniers à soutenir sans relâche le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Je loue le courage et la détermination des ex-militants de PTPT, UNDR et RNDT Le Réveil qui ont compris à temps les enjeux politiques de notre département. Du coup, nous prenons acte de votre démission et nous acceptons votre adhésion. Souleymane Bolom invite enfin ses camarades à se mettre résolument au travail pour faire face aux échéances électorales à venir. À Mangalmé, dans le Guéra, les ressortissants du département sensibilisent la base sur les prochaines consultations électorales. Sur place, un grand meeting a été organisé. Varelach.
Chongori, une localité située à 3 km de la ville de Mangalmé. C'est ici que la population accueille les membres du bureau politique national ressortissants du département de Mangalmé, résidant en Djamena. Chaude accolade. Suivie d'une parade en ville, la délégation du PPN est conduite à la place publique de cette ville où différentes couches sont mobilisées à cet effet. Ne tardant pas, le chef de mission, Saleh Bachar Gadaya, sous un soleil ardent, tient son meeting. Face à la population, il oriente ses propos sur la marche irréversible de la 4e République, fruit du Forum national inclusif. Dans le cadre du processus de la marche de cette nouvelle République, le parti MPS, selon lui, apporte des innovations, celle de contribuer au développement de leur département, partant tout le territoire national. Cette initiative qui a drainé une foule nombreuse pour nous accueillir démontre à suffisance combien les militants et militantes du département de Mangalmé sont attachés aux idéaux de notre grand mouvement rassembleur, le MPS. C'est le lieu de vous rappeler ici qu'avec l'avènement de la 4e République, des réformes profondes ont été opérées, parmi lesquelles le transfert des compétences de l'État au profit des communes. Ces systèmes d'administration permettra à nos citoyens de participer activement à leurs propres affaires sous le contrôle de l'État. Le séjour des membres du bureau politique national du MPS dans le département de Mangalmé prévoit des séries de rencontres avec la base. Il sera question au cours des conclaves de conscientiser les militantes et les militants sur les préparatifs des scrutins à venir. Dans une déclaration faite ce 26 janvier, le président de l'Association des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad salue la décision de la baisse des prix des documents d'identité extraits. Aujourd'hui, des passeports et des cartes d'identité nationales sécurisées sont en quantité suffisante et disponibles pour tout le monde. Plusieurs centres d'opération ont été créés pour confectionner cette carte d'identité nationale, permis de conduire et des passeports que désormais la carte d'identité nationale qui coûte 10 000 francs CFA, les citoyens ne doivent débourser que 5 000 francs CFA pour en obtenir. Le prix du passeport qui était de 85 300 francs CFA a été revu à la baisse. Il vous faut débourser 60 000 francs CFA. Aujourd'hui, le président de la République vient de leur résoudre l'épineuse question des titres de voyage. En tout cas, le chef de l'État n'a jamais failli à son devoir de bon père de la nation tchadienne. En religion, le village Saraf par Mangalmé a désormais sa mosquée pour la prière de vendredi, dénommée mosquée Al-Rahman. L'édifice a été inauguré par le préfet de Mangalmé. Ousmane Idriss Dakoum, reportage. Les fidèles musulmans du village Saraf Dungus ont une nouvelle mosquée pour accomplir leurs devoirs religieux. D'une capacité d'accueil de 500 places, cet édifice religieux a une superficie de 400 mètres carrés. L'initiative émane de Hadja Andali pour honorer la mémoire de sa défunte mère, Fatima Hadjar. La cérémonie d'ouverture de la mosquée Ar-Rahman a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires du département de Mangalmé. Au cours de son serment, l'imam Moussa Ali rappelle l'importance de la construction d'une mosquée. Il appelle les fidèles musulmans à l'unité et la cohabitation pacifique, gage du développement du pays. Dans son mot de bienvenue, le chef de canton Moubi Hadaba, Abdullah Yahya, salue l'initiative et plaide pour la construction d'un centre de santé au profit de ses administrés. Officiant à la cérémonie, le préfet du département de Mangalmé, Abakar Anaï, rappelle l'exemple du Tchad en matière de cohabitation pacifique. Pour la gestion de la mosquée Ar-Rahman, un comité composé de 20 personnes
et dirigé par Ali Abbali, est installé par le délégué du Conseil supérieur des affaires islamiques de Mangalmé, Moussa Ali. C'est par une prière collective en faveur de la paix au Tchad que la cérémonie a pris fin. En sport, ouverture hier au stade Idriss Mahamat Ouya de la 3e édition du tournoi inter-institutions en présence du ministre de Sport Mahamat Nassour Abdoulaye. 3 matchs étaient au programme de la première journée. Le résumé de ces rencontres avec Dionoji Nestor. La 3e édition du tournoi inter-institutions de la capitale est lancée ce jour 25 janvier 2020 au stade Idriss Mahamat Ouya. Une édition qui regroupe plus d'une dizaine des équipes des institutions et entreprises de la place. Une initiative de l'Académie sportive Passion qui vise à cultiver et à promouvoir les idéaux de la paix, de la solidarité et de la fraternité. 3 matchs étaient au programme de cette messe sportive. Le premier match a mis aux prises la sélection des communicateurs face aux techniciens du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Un match très bien entamé par les communicateurs qui ouvrent le score sur une belle passe de Archange qui trouve l'attaquant de la Joie Patrice qui met le ballon au fond des filets. 1-0. Un score qui restera jusqu'à la fin de la première partie malgré les changements opérés du côté de l'équipe du ministère des Sports. De retour de la pause, les joueurs du ministère des Sports changent la physionomie du match avec l'entrée de 3 nouveaux attaquants. Un trio qui a permis aux techniciens du ministère du Sport d'égaliser par l'entremise d'Abdoulaye Taher. 1 but partout. À l'entame des 5 dernières minutes, Abdoulaye double la mise. 2-1. Score final. Le deuxième match a opposé l'équipe de la brasserie du Tchad à celle de la Société des hydrocarbures du Tchad. Un match très bien disputé par les 22 acteurs à la première partie. Malheureusement, le portier de la sélection de la Société des hydrocarbures du Tchad, à 3 minutes de la fin de la deuxième partie, s'est fait surprendre par un ballon très bien ajusté par l'attaquant des brasseurs du Tchad, Jean-Yves. 1-0. Le troisième et dernier match de la journée s'est joué entre l'équipe de l'ONAGES en blanc et bleu et celle de la Société des raffineries de Djarmaya en jaune. Raffinerie très déterminée ouvre la marque à la première partie. 1 but marqué par Bichara Adam Agar. 5 minutes après, Bichara enfonce le clou à 1 minute de la fin du match. 2-0. Il faut noter que 6 buts ont été marqués lors de cette première journée de la 3e édition du tournoi inter-institutions. En tout cas, ça fait du bien pour le corps. Le coordonnateur de l'Office national d'appui au sport et à la jeunesse, Cadre Saleh Kana, a remis les équipements de sport à la province du Mayo-Kébi-Est et au bureau de la province du MPS. C'est le gouverneur de la province, Adoum Forte Amadou, qui a réceptionné ce don. Doba Djonsala. Les équipements et autres matériels de sport composites sont offerts gracieusement à la jeunesse sportive du Mayo-Kébi-Ouest. C'est la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui place la promotion de la jeunesse et du sport au centre de sa politique socio-culturelle. Selon le coordinateur de l'ONAJS, Cadre Saleh Kana, la province du Mayo-Kébi-Ouest regorge de jeunes sportifs. Il convient de les soutenir pour l'émulation des talents. La remise en province des équipements sportifs vise à rapprocher l'ONAJS de la jeunesse en vue d'accompagner la politique. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Tchad.